Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Collège des avocats du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a déposé ce matin une plainte contre les téléphonies mobiles suite à la suspension du réseau Internet au Niger depuis plus d'une semaine. Après le dépôt de la plainte, les responsables du ROTAB étaient face à la presse. C'était en présence de notre reporter Ariad Salah. Ce vendredi 5 mars 2021, cela fait exactement 10 jours que la population nigérienne est privée du réseau Internet mobile. La suspension de l'Internet a fait suite à la manifestation de contestation des résultats globaux provisoires proclamés par la CENI. Après 10 jours de privation de l'Internet par les téléphonies mobiles, les Nigériens en ont marre de cette situation et le dépôt de plainte contre ceux qui ont donné l'ordre de couper l'Internet et ceux qui ont exécuté cet ordre s'enchaînent. Après l'association des jeunes avocats, ce vendredi, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB qui vient de déposer la sienne au tribunal de grande instance hors classe de Niamey par le biais de son avocat. Par cette sortie médiatique, le ROTAB entend informer la population que la coupure de l'Internet est en violation du droit constitutionnel nigérien. Nous avions demandé à nos avocats de rédiger et déposer auprès du doyen des juges contre ceux qui ont ordonné de couper l'Internet dans notre pays et ceux qui ont exécuté ce tort. Vous savez, ce sont des responsabilités individuelles. Il faut toucher les gens par rapport à leurs responsabilités. Et vous allez, peut-être certains le disent, la justice, pourquoi la justice? Oui, nous pensions qu'il faut continuer à formuler des plaintes, à utiliser ce droit que nous confèrent nos lois et règlements. C'est vrai que ça prend du temps, ou bien ça peut ne pas s'exécuter, mais il y a quand même, il faut le dire, dans cet arsenal, des juges capables de pouvoir faire leur travail en toute conscience. Et c'est à ces juges que nous faisons appel pour qu'ils puissent pouvoir nous mettre dans notre droit. Aujourd'hui, il revient à la justice de rétablir l'équilibre des pouvoirs. C'est vrai, le pouvoir public, l'État, le gouvernement peut se dire qu'ils ont le pouvoir, la force publique, mais nous avions une justice. Et tout ce qui peut être aujourd'hui dans cette situation de rupture d'égalité entre les citoyens nigériens répondront. Nous n'avions pas formulé une plainte devant un procureur, mais nous sommes allés devant un juge qui a l'obligation de juger et de dire ce qui s'est passé dans cette affaire. De pouvoir permettre d'abord aux Nigériens l'exercice des libertés, c'est-à-dire le droit à l'information et à la communication. La coupure du réseau Internet mobile continue à impacter négativement sur les activités économiques au Niger. C'est pourquoi le ROTAB exige le rétablissement de la connexion dans un bref délai. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'information qui est bloquée, ni la communication, mais c'est aussi le droit au travail. Il y a des Nigériens qui n'ont même pas accès aujourd'hui à leur compte bancaire, qui n'ont pas accès à leur argent, parce que quelqu'un a décidé de couper l'Internet, parce que quelqu'un a décidé de leur empêcher un droit. Nous vous informons que nous sommes dans une large consultation de tous les acteurs pour que nous puissions faire aussi, au-delà de ça, une mobilisation. Vous vous rappelez bien, en 2005, quand nous avions organisé les manifestations contre la vie chère, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça là. Mais nous avions quand même pu organiser. Et ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient derrière nous à ce moment-là. Donc qu'ils se rappellent que ce n'est pas seulement avec Internet, WhatsApp et Facebook qu'on peut mobiliser. Nous sommes capables de mobiliser les rues. Et nous sommes donc dans cette concertation pour que tous les acteurs concernés, nous puissions nous retrouver pour aussi nous mobiliser si possible pour exiger le rétablissement de nos droits.
nous sommes dans un état de droit qui nous disent qu'ils ont suspendu la Constitution. Nous pouvions comprendre qu'on n'a plus droit à rien. Mais tant que nous restons dans un état démocratique régi par une Constitution, nous allons exercer tous nos droits et tous nos droits. L'Eurotape s'est lancé dans une dynamique de défense des droits de l'homme face à la violation des dispositions constitutionnelles à travers la coupure de l'Internet. Les usagers se prononcent également sur la suspension du réseau Internet depuis plus d'une semaine dans notre pays. Suivant les réactions de quelques-uns dans ce sujet du studio Kalangou. On peut dire que c'est pour éviter la violence, la propagation de la violence au Niger. Il faut essayer de comprendre aujourd'hui la coupure d'Internet. Moi qui suis un étudiant, moi je sais ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui on est en train de faire des recherches. Compte tenu de cette coupure d'Internet, on n'a pas accès à certains documents, parce qu'il faut le dire, ça c'est un discours clair. Les bibliothèques, ici surtout à l'université Abdou Moumouni de Niamey, je vous dis que les bibliothèques n'ont rien. Donc c'est l'Internet effectivement qui nous permet de recherche par excellence. Mais aujourd'hui, je suis désolé, si l'État peut se permettre de couper effectivement l'Internet jusqu'à une semaine sans aucune explication pour le dire, il faut assez que l'on comprenne les réalités. On a seulement vu que vraiment la connexion est coupée et jusqu'à présent, vraiment, je ne vois pas d'explication pour dire que c'est à propos de telle situation qu'ils ont coupé la connexion. Et avec la connexion Internet, actuellement, je mène une recherche. Donc maintenant, avec la connexion, je ne peux pas avancer dans mes recherches. Moi, je me dis qu'au fait, ce n'est pas Internet le problème. Ça complique même les choses. Parce que le fait de ne pas laisser les citoyens informés de la situation réelle du pays, parce qu'il y a ceux qui s'informent toujours sur Internet, qui n'écoutent pas la radio, ils seront frustrés. À la longue, ça vient encore augmenter le problème. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ils font des trucs avec Internet. Ils y passent toute la journée peut-être. Ils sont occupés par Internet. Aujourd'hui, ils n'ont rien à faire. Démantèlement aujourd'hui d'un grand réseau international de trafic de drogue à haut risque dans la ville de Niamey. C'est une opération signée l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants octrice. Quantité de la saisie, 17 tonnes donc, qui est estimée à plus de 20 milliards de nos francs CFA. Le compte rendu avec Ismaël Oumouni. Des résines de cannabis entreposées dans un magasin au quartier Calais Plateau, c'est la saisie de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au Crétis, après 4 mois d'enquête et d'investigation. Cette drogue saisie auprès de ce grand réseau de trafic international de drogue à haut risque dans la ville de Niamey a quitté Beyrouth, transité par le Bénin avant d'atterrir à Niamey. L'exploit réalisé par les éléments de l'Ocritis, salué par le ministre de l'Intérieur. C'est une très grosse quantité, évaluée à près de 20 milliards de francs CFA. Et donc, je tiens particulièrement à les féliciter. Ils font un travail remarquable ces dernières années. Ils ont réussi à démanteler plusieurs réseaux. C'est un autre gros et important réseau qu'ils viennent également de démanteler, avec cette particularité que pour la première fois, nous avons de la drogue en provenance du Liban. Ceux qui ont été saisis, il me semble qu'il y en a 13, notamment que les investigations également se poursuivent. Cela va probablement s'étendre à d'autres personnes. Ceux qui sont là sont d'origine diverse. Il y a des Nigériens, mais il y a aussi des Algériens. Et l'autre fait marquant, c'est que, vous voyez, cet espace qui est constitué un entrepôt, a été finalement, on le constate, conçu spécialement pour cela. Parce que la drogue qui a été transportée du Liban a été reconditionnée ici, avec des destinataires marqués sur les différents paquets
donc, de destination. Ce qui signifie quelque part que ce réseau-là est un réseau très professionnel qui a eu aussi le temps de bien s'organiser. Présent sur les lieux, le procureur de la République a tiré son chapeau à l'OCRTIS pour ce service rendu à la nation avant d'inviter la population à collaborer afin de démanteler les trafiquants. Les indices sur la base desquels ils ont travaillé pour arriver à ce résultat relèvent en tout cas d'un parcours de combattants et ils sont à féliciter. Et vous savez, la police n'a pas besoin de donner ces techniques d'enquête, mais c'est que sûr, ça prendra le temps que ça prend, mais aucun trafic ne pourra partir de notre pays tant que des services comme ce service auront les moyens de faire le travail. L'ordonnance sur la lutte contre la drogue prévoit la possibilité d'incinérer la drogue en cours de procédure lorsque son stockage, lorsqu'elle constitue une grande quantité comme celle-là dont les tribunaux n'ont pas de caves pour regarder, ou bien lorsque son stockage peut constituer un risque pour les acteurs ou bien un risque pour la sécurité nationale. Donc on peut, dès lors qu'un juge est saisi, demander, le procureur peut requérir une ordonnance du juge qui va autoriser l'incinération et on consigne un PV qu'on va mettre dans le dossier qui constitue et désormais comme le dossier de la drogue. Et en ce qui concerne cette quantité, compte tenu du volume qu'elle constitue et du risque qu'il y a de la maintenir longtemps, nous comptons effectivement, dès qu'un juge d'instance sera saisi, de requérir de ces juges l'ordonnance d'incinération pour qu'elle puisse effectivement être incinérée et consigner le procès verbal dans le dossier. Pour échapper à la vigilance des agents de contrôle pendant le trajet, la drogue est emballée et dissimulée dans les cartons à l'effigie des fruits. Une fois à Niamey, elle est reconditionnée, puis transportée dans des citernes ou des camions spécialement aménagés pour le transport de drogue à Agadez afin de remonter en Libye. La valeur de cette marchandise de drogue saisie est estimée à plus de 20 milliards de francs CFA. Félicitations donc aux éléments de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS. L'actualité politique dans ce journal, le candidat du RDR Tchandji Mahaman Ousmane et ses alliés se sont rendus cet après-midi au siège national de campagne de la CAP 2021 situé au quartier Antala pour constater la présence des éléments des forces de l'ordre ayant occupé les devantures de leur siège. Le constat avec nos reporters Hamza Sakou et Sadoui. Plus d'une demi-heure sous le soleil, le candidat du RDR Tchandji, Mahaman Ousmane, et alliés de la CAP 2021 ont été surpris de constater la présence des éléments de forces de défense et de sécurité devant les sièges de leur parti. Objet de cette visite au siège national de campagne de la CAP 2021, où l'accès leur a été refusé par la garde trouvée sur place. C'est donné de constater que depuis quelques jours, les sièges de nos partis politiques, les sièges de nos bureaux de campagne sont fermés. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on ferme nos bureaux, les sièges de nos bureaux politiques. Pourquoi on ferme nos sièges de campagne? Parce que tout simplement, nous avons le droit de faire fonctionner nos partis politiques, de faire fonctionner les sièges de nos bureaux de campagne partout sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans une phase électorale. Moi, personnellement, je suis candidat au second tour des élections présidentielles. Les résultats globaux, provisoires, ont été annoncés par la CENI. Mais la loi donne la possibilité aux compétiteurs de pouvoir exercer leur droit de recours, de faire des réclamations, de faire des recours judiciaires, de faire des recours légaux. Alors, les délais de ces recours-là n'étant pas encore épuisés, moi je ne comprends pas pourquoi on ferme les sièges de mon parti, les sièges des bureaux de campagne
de mon parti, parce que c'est à travers justement ces sièges-là qu'on s'organise pour préparer le recours, recueillir et rassembler les documents qui servent de support, permettant justement d'offrir à la Cour constitutionnelle nos arguments, nos preuves, pour qu'elle puisse juger sereinement, de manière impartiale, de manière neutre, de manière indépendante et dire le droit. C'est pour cela que nous avons cherché à savoir qui a donné l'ordre de fermer les sièges de nos partis et les sièges de nos bureaux de campagne. Contestant toujours les résultats provisoires proclamés par la CENI, portant Mohamed Bazoum vainqueur, Mahaman Ousmane s'est dit sûr et certain de sa victoire qu'il prouvera en suivant les voies de recours. Nous avons pleinement confiance puisque nous avons gagné ces élections-là. Nous avons dit déjà le score que nous avons comptabilisé. Nous avons aussi l'espoir de pouvoir améliorer ce score-là à travers les documents justement que nos délégués et nos superviseurs nous ont amenés, conformément aux dispositions du Code électoral, de les examiner et de relever les insuffisances et de les soumettre à la Cour. Et vous allez voir, Inch'Allah, que le score de Mohamed Ousmane ne sera plus de 50,30%. Ça sera beaucoup plus. Parce que il y a déjà nos délégués à la CENI qui ont déjà relevé ces anomalies et ces forfaitures. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de documents n'ont pas été validés par eux. Or, la loi et les procédures qui sont utilisées exigent que ceux qui sont présents à la CENI se mettent d'accord et valident ce qui doit être proclamé. Ce qui a été proclamé, comme vous l'avez tous suivi, mais comporte de manière manifeste des anomalies, des incongruités, des faussetés. Le président de la CENI lui-même, quand il lisait ces résultats-là, vous avez vu les hésitations, c'est objectif. Et il suffit de regarder, de revoir certains extraits. Des chiffres qui sont faux, manifestement. Nos délégués, déjà à la CENI, avaient refusé de cautionner du faux. Parce qu'ils sont sous serment et ils respectent non seulement la loi et le règlement, mais ils respectent aussi leur serment confessionnel. Et c'est leur droit. Le candidat de la CAP 2021 espère que la Cour constitutionnelle va faire son travail conformément à la loi en toute indépendance et impartialité dans l'intérêt supérieur de la nation. Ces deux communiqués de presse du Conseil supérieur de la communication, le premier, il est ainsi libellé. Le président du Conseil supérieur de communication a l'honneur d'informer les entreprises de presse écrite et audiovisuelle qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse au titre des années budgétaires 2019 et 2020 qu'ils doivent déposer leur dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de la communication à partir de la diffusion du présent communiqué jusqu'au lundi 5 avril 2021 à 17h30. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. Le choix des bénéficiaires se fera sur la base d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés aux articles 15, 16, 17, 18, 19 et de la délibération numéro 0020/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. La copie de la dite délibération peut être retirée au secrétariat général du CSC. Pour tout renseignement sur les éléments constitutifs du dossier, les intéressés peuvent s'adresser au secrétariat général du Conseil supérieur de la communication
fait à Niamey le 4 mars 2021 le président du CSC, Dr Kabir Sani. Un deuxième communiqué du CSC, je cite, en application des dispositions de l'article 17 de la loi 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de la communication va procéder au renouvellement de toutes les autorisations des services d'édition de communication audiovisuelle, radio et télévision pour une période de 10 ans. À cet effet, le président du Conseil supérieur de la communication demande à tous les acquéreurs des anciennes autorisations de bien vouloir déposer auprès du CSC une demande de renouvellement de leur autorisation accompagnée d'une copie de l'ancienne autorisation au plus tard le lundi 5 avril 2021 à 17h30, délai de rigueur. Pour toute information complémentaire, s'adresser au secrétariat général du Conseil supérieur de la communication, au Conseil supérieur de la communication, fait à Niamey le 4 mars 2021, le président du CSC, Dr Sani Kabir. Composé de plusieurs nationalités, des réfugiés qui vivent en face de l'UNHCR depuis maintenant plus de 3 ans, réclament un statut de réfugié. Le reportage est signé Ibrahim Ousmane Bouakar. Ils sont des hommes et des femmes de plusieurs nationalités à élire domicile en face du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR de Niamey. 3 ans que cela dure, une vie de SDF, sans toit, pas même le minimum de conditions de vie. Abandonnés à eux-mêmes, ces réfugiés ne demandent ni plus ni moins que le statut de réfugié. Nous sommes au Niger depuis 2018 pour la plupart d'entre nous. Nous avons introduit une demande d'asile. Après beaucoup d'années d'attente, on vient nous faire comprendre que nous avons été déboutés de notre demande d'asile, donc on ne peut pas nous octroyer le statut de réfugié. Donc, ce qui est un problème, parce que ça fait 3 ans déjà que nous sommes là. Ils auraient pu nous dire depuis OIM, à l'entame de l'introduction de notre demande d'asile, nous serons partis ailleurs pour continuer notre asile. Donc, nous sommes là, ça fait 3 ans pratiquement. Dans la mesure du possible, ce que nous cherchons, c'est la protection. Parce que sachant bien que nous ne pouvons pas rentrer chez nous, nous voulons être protégés. Donc que ce soit ici, que ce soit ailleurs, ce que nous recherchons principalement, c'est la protection. Aucun accompagnement. Depuis le 21 décembre, nous avons été coupés de toute assistance, ration, hébergement, santé. Donc raison pour laquelle nous sommes venus ici devant leur bureau, parce que c'est eux qui nous ont pris à OIM pour nous amener ici. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Vivant dans des conditions de vie implacables, ces réfugiés affirment être complètement délaissés. Madame Aka Christine, de nationalité ivoirienne, déclare avoir quitté le Togo où elle et sa famille avaient fait l'objet de menaces dans le camp de réfugiés. Nous sommes des réfugiés venant du Togo. On a fait 10 ans au Togo. Et c'est nos enfants qui n'ont pas pu supporter la persécution, les viols, les difficultés du camp. Et nos enfants ont fui. Ici, vraiment, il faut dire que nos conditions sont un peu difficiles parce que tout d'abord, quand nous sommes arrivés, le HCR a refusé de nous prendre parce qu'ils ont dit que nous avons eu déjà notre statut au Togo. Donc ils ne peuvent plus nous accepter ici. Donc pour le moment, nous sommes comme, comment on peut dire ça même? Nous sommes comme des immigrants parce que dans la carte dans laquelle nous ont mis, ils nous ont donné la date de 5 mai qu'on doit nous faire sortir. Et à partir du 5 mai, on n'a plus où aller. C'est pourquoi nous sommes là. Même pas plus qu'hier, nos enfants étaient, il y a mon fils qui a été agressé par un réfugié dans la case dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que nous sommes venus, mais on n'a pas encore eu de suite favorable. On nous demande de retourner là où l'enfant a été agressé. On a refusé, nous sommes là, on attend que justice soit faite parce qu'on ne peut pas retourner dans une case où on a sorti couteau pour pouvoir poignarder un enfant de 15 ans. Pour rappel, un réfugié est une personne qui quitte son pays pour des raisons d'instabilité et cherche protection auprès des autres pays. Il serait alors préférable que l'UNHCR prête une attention particulière à ces personnes. Une déclaration conjointe a été rendue publique cet après-midi par 9 sections universitaires de l'USN après analyse de l'association sociopolitique académique de notre pays. Le compte rendu est signé Hamza Sakou. Les 9 sections universitaires du Niger de l'Union des scolaires nigériens USN
n'entendent pas rester indifférents face à la situation socio-politique du pays. Objet de cette sortie médiatique dans laquelle ces sections fustigent et condamnent la manière par laquelle le gouvernement gère cette tension, notamment la coupure de l'Internet, une atteinte intolérable aux droits fondamentaux à un moment où le peuple a le plus besoin de l'information. Les sections universitaires appellent les forces de maintien de l'ordre à plus de professionnalisme et au respect des lois de la République dans l'exercice de leur mission. Interpellent les membres de la Cour constitutionnelle à lire le droit conformément à la mission qui est la leur. Rappelle que pour avoir été à l'origine de la naissance de la démocratie au Niger, les étudiants ne peuvent tolérer que soient mis à mal les principes fondamentaux sur lesquels repose toute vie démocratique et invite les acteurs politiques au respect et à la promotion de la démocratie dans toutes ses dimensions. Exige le recrutement massif des anciens chercheurs et chercheurs dans les IPN, des autorités rectorales, l'instauration, le respect et le suivi rigoureux du calendrier académique en vue de finir avec le retard académique. L'application du décret portant suspension de la réforme académique suicidaire du 23 décembre 2019. Concernant les conditions de vie de leurs militants, ces sections de l'USN exigent du gouvernement le paiement immédiat des bourses de vacances et premières bourses ayant déjà accusé un retard de 8 mois, alors qu'hier, seulement pour les campagnes électorales, c'est des centaines de milliers de milliards qui ont été mobilisés pour servir et défendre les intérêts de quelques groupuscules d'hommes. De la célérité dans le traitement des questions liées à la subvention, communément appelée l'aide sociale, dont l'enveloppe chaque année se rétrécit comme une peau de chagrin, alors que le nombre des étudiants bénéficiaires monte en flèche, faisant ainsi ressortir un paradoxe aberrant. La construction des bâtiments pour prendre en charge le logement de nos camarades afin de mettre fin à la promiscuité légendaire dans laquelle vivent les étudiants des universités publiques du Niger. L'effectivité de la décentralisation de la NAP afin de faciliter le paiement des bourses de la subvention des universités publiques du Niger et rompre définitivement avec les traditionnelles programmations caméléonesques, accablantes et foncièrement préjudiciables. En tout état de cause, ces sections tiennent seuls responsables le gouvernement de tout ce qui adviendra et appellent leurs camarades à plus d'union et se mobiliser pour des éventualités. Et puis en ce jour saint de l'islam, vendredi 5 mars 2021, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée par la famille de Feu Cheikh. Une cérémonie qui a vu la participation des oulémas et du gouverneur de la région de Niamey. Le reportage de Ibrahim Ousmane. La famille du feu Cheikh Ali Gati de Kragi a organisé juste après la prière de vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran et d'invocation pour la paix et la prospérité au Niger. C'est en effet en réponse aux violences post-électorales qui ont émaillé certaines villes du Niger que cette famille a tenu à organiser cette cérémonie. Nous avons organisé cette lecture du Coran à l'endroit de tout le pays. C'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la paix, la stabilité dans le pays. C'est une organisation première, mais Inch'Allah, nous comptons continuer ça toujours. Donc Inch'Allah, on va trouver une date. Comme ça, chaque année, à pareil moment, on va en tout cas organiser cette séance de lecture du Coran afin que toujours la règne puisse continuer et la paix puisse continuer à régner dans le pays, Inch'Allah. Ici, c'est la Zawiya du feu Cheikh Ali Gati. Et nos disciples nous viennent de partout. Jusqu'à Torodi, ce sont nos disciples. Donc à travers vous, les médias, on avait lancé un communiqué pour informer à tous les disciples d'y assister à cette Fatiha. C'est le monde là que vous avez vu qui a pu assister. Peut-être que certains sont empêchés, nous ne savons pas pourquoi. Et ceux qui sont là, nous les remercions sérieusement. Inch'Allah, nous comptons quand même pérenniser cette action parce que c'est une action salvatrice qui est bonne pour l'ensemble du pays. Si des Fatiha comme ça se font dans un état, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous apporter la prospérité et la paix. Un événement qui a vu la participation du gouverneur de la ville de Niamey qui n'a pas manqué de livrer ses impressions. Je suis très ravi de constater qu'encore
ceux-là qu'on appelle Magada Andabawa ou Marabout sont toujours préoccupés par la paix, la cohésion sociale, le développement de nos différentes communautés. En prenant cette initiative d'organiser la descente du corps. Maintenant, l'autre appel vibrant que je pourrais adresser, je sais qu'ils le font, tous les autres Nigériens, qu'on soit grand marabout, qu'on soit petit marabout, je sais que la population nigérienne, toutes les populations nigériennes sont préoccupées par les conditions de la paix, de la paix sociale. Ils sont en train de prier également et je souhaite continuer de prier pour que Dieu nous assiste dans la cohésion, dans la paix de notre chère nation. La paix est une denrée qu'il faut préserver. Il est grand temps que toutes les confessions s'y attellent. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.